Depuis les attentats de septembre 2001, les questions de sécurité constituent une priorité pour plusieurs gouvernements. Et le Canada, voisin du nord des États-Unis, ne fait pas exception. Resserrement des douanes, lutte au terrorisme, surveillance accrue des frontières, les mesures restrictives prises dans le but d'éviter l'avènement d'autres catastrophes se sont multipliées. Mais où tracer la limite entre sécurité collective et libertés individuelles? Le désir de protéger les populations s'est-il transformé en véritable obsession de la sécurité? Professeur au département de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, David Morin se spécialise notamment sur les questions de sécurité, de relations internationales et de politique étrangère canadienne. Et c'est avec lui qu'aujourd'hui, j'aurai une rencontre politique. David Morin, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Morin, ces dernières années, les enjeux de sécurité se sont trouvés au cœur des préoccupations gouvernementales. Et on fait souvent mention des enjeux de sécurité. On parle de sécurité civile, de sécurité publique, de sécurité humaine, etc. Et avant d'entrer justement dans le vif du sujet, ma première question m'apparaît presque inévitable. Qu'est-ce que la sécurité? C'est le plus vieux débat. C'est le plus vieux débat dans les études de sécurité. Comment est-ce qu'on définit ce concept-là? Donc, comme vous l'avez dit, ça imprègne toute notre vie. La sécurité au travail, la sécurité des transports, ouais. Mégantic, on a vu que c'était important. La sécurité nationale, le terrorisme, la criminalité transnationale, la sécurité internationale, la Syrie, etc. Donc, oui. On voit effectivement que la sécurité est partout, mais le concept lui-même ne fait absolument pas consensus. On parle d'un concept essentiellement contesté. Ça veut dire que finalement, on n'arrive pas à s'entendre pour une raison simple, c'est que dans le concept de sécurité, il y a un élément de subjectivité énorme. Tout est aussi une question de perception, de menace, etc. C'est évident qu'à mon avis, la sécurité peut se définir à partir de deux choses. La première, c'est qu'il y a quand même un élément d'objectivité. D'accord. Un tsunami, c'est un tsunami. Un char d'assaut qui passe une frontière, c'est un char d'assaut qui passe une frontière. Et une inondation dans la vallée du Richelieu, c'est une inondation. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose d'objectif. Après, en revanche, il y a un élément de subjectivité qui est la perception de la menace. Et surtout, parce que c'est ça qui est important, une fois qu'on a identifié la menace, qu'est-ce qu'on fait? Donc quelles sont les priorités de sécurité pour une société? Est-ce qu'on met de l'argent dans la santé? Est-ce qu'on met de l'argent dans la lutte antiterroriste? Est-ce qu'on met de l'argent dans les transports ferroviaires? Donc c'est là-dessus que porte beaucoup le débat, mais effectivement, on n'est jamais arrivé entre chercheurs à un consensus sur comment est-ce qu'on pouvait définir la sécurité. J'en conviens donc que dans bien des cas, on va plutôt préférer utiliser le terme de gestion de risque davantage. Ben, ça fait partie, c'est-à-dire que la sécurité, c'est un concept plus large. À l'intérieur de la sécurité, il y a les menaces, les dangers, les risques. Et puis, évidemment, se pose ultimement la question de comment les gérer. Et aujourd'hui, évidemment, le débat ultime porte sur la sécurité de l'environnement. L'environnement constitue probablement la menace à la sécurité la plus importante pour le prochain siècle. David Morin, depuis les attentats de 2001, plusieurs États ont procédé à un resserrement de leur sécurité, augmentation des contrôles aux frontières, augmentation des budgets en matière de sécurité, de renseignement, etc. Mais en même temps, de plus en plus de voix s'élèvent contre ce que certains appellent la paranoïa de la sécurité. On craint alors une diminution des libertés individuelles au profit d'une sécurité collective. Est-ce qu'on est en train de développer, oui, une paranoïa de la sécurité? Est-ce qu'on est en train de développer une véritable obsession de la sécurité? L'obsession de la sécurité, je pense que c'est un risque qui a toujours été présent. Avant le 11 septembre, c'était la guerre froide. Avant la guerre froide, c'était la Seconde Guerre mondiale. Donc, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, elle est empreinte d'événements majeurs au niveau de la sécurité, des crises et des conflits qui ont toujours généré en retour une réaction extrême. Donc, est-ce que c'est plus depuis le 11 septembre? Peut-être que ce qui a changé avec le 11 septembre, c'est le ratio entre la réalité de la menace. La question ici n'est pas de dire qu'il n'y a pas de menace terroriste, il y a une menace terroriste, mais finalement,
La menace terroriste est-elle capable de déstabiliser le système dans son ensemble ou pas? C'est peu probable quand même. Voilà. Versus effectivement les dispositifs de sécurité mis en place, l'argent dépensé pour essayer de se protéger de la menace terroriste. Surtout quand on sait que finalement, aujourd'hui, une partie de la menace terroriste vient de l'intérieur. Et que donc finalement, c'est extrêmement difficile à contrôler. Mais le problème de ça, c'est que quand on est un responsable politique, c'est quand même extrêmement difficile d'accepter le risque. Bien sûr. Si vous êtes un responsable politique et qu'effectivement un attentat survient, on vous dira, est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour l'éviter? Et on vous fera des reproches de toute façon. On vous fera des reproches de toute façon. Et inversement, effectivement, là en ce moment, et je pense qu'il y a un discours légitime de la société, là on parle surtout de la société occidentale, sur les dépenses générées par la lutte au terrorisme, etc. Est-ce que c'est légitime? Je pense que ça, c'est à chaque citoyen de donner son point de vue. Mais c'est vrai que la première cause de mortalité au Québec, c'est le cancer. Voilà. Ça remet les choses en perspective. Mais si tant est qu'on peut mesurer le niveau de sécurité, ou du moins d'impression de sécurité qu'on peut avoir collectivement, est-ce que vous jugeriez qu'on est plus en sécurité qu'avant? Est-ce qu'il y a moyen de vérifier ça? Est-ce que c'est absurde de poser... Il n'y a pas de réponse à cette question. On est plus en sécurité maintenant. Quand est-ce que vous allez avoir peur? C'est quand vous allez monter dans un train. Vous avez vu ce qui est arrivé avec lac Mégantic? Oui, voilà. Donc la sécurité... Ou de rester près d'une voie ferrée. Ou de rester près d'une voie ferrée. La sécurité, c'est vraiment... s'exprime dans un contexte politique et social déterminé. Donc il n'y a pas à être plus en sécurité ou moins en sécurité. Ça dépend de ce qui se passe. Ça dépend de la manière dont chacun perçoit ce qu'est la sécurité. J'en déduis donc que dans la sécurité, il y a un élément de proximité qui est majeur. Ce que certains vont appeler, par exemple, des traumas massifs, par exemple, qui feront en sorte que si quelqu'un près de chez vous s'est fait voler, ben là, tout le monde de la rue va barrer leurs portes le matin, l'après-midi, même s'ils sont là. Ils vont tous craindre, eux aussi, d'être victimes de vol. Absolument, mais prenons-le même dans un cas encore plus extrême. Si vous êtes un petit pays insulaire du Pacifique, et que vous savez que vous vivez à 1 mètre au-dessus de la mer, le risque majeur que vous encourez par rapport à la question des tsunamis est fondamental. Oui, bien sûr. À l'inverse, si vous vivez au Québec, les chances d'être menacé par un tsunami, vous admettrez, sont un peu plus limitées. Donc évidemment que cette relation à la sécurité dépend du contexte de la société dans laquelle vous vivez. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous avez parlé de sécurité environnementale. Et on parle beaucoup avec le rapport du GIEC, là, justement, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, des risques reliés aux catastrophes environnementales et au fait du réchauffement climatique, etc. Et quand on connaît justement le principe de sécurité lié à la perception, est-ce que ça ferait partie d'un problème exagéré à votre avis? La sécurité environnementale, de mon point de vue, objectivement, c'est un des risques majeurs. Quand une communauté scientifique indépendante vous dit avec 95% de chance que, 1, il y a un réchauffement climatique, 2, que c'est causé par l'activité humaine, j'inverserai la question. Sur quel enjeu de sécurité on a plus de certitude que ça? Aucun. Aucun. Ça fait des millénaires qu'on construit des églises, qu'on fait des guerres au nom de la religion. Pour quelque chose, vous avouerez, on n'est pas certain que ça existe. Et là, on a 95% de certitude qu'on a un souci et on n'agit pas. Non, pour moi, ça n'a pas de sens. On n'a même pas attendu d'avoir autant de certitude pour dire que, finalement, le tabac pouvait causer le cancer. Oui, bien sûr. Alors, imaginez un petit peu le discours. À mon avis, le problème de la question de la sécurité environnementale, c'est pas celui de la certitude, c'est celui de quand ça va devenir insupportable. Alors ça commence, mais comme on est ici sur de la politique à moyen et long terme, 10 ans, 20 ans, 50 ans, un siècle, alors les responsables politiques aujourd'hui, certains responsables politiques aujourd'hui, sont pas prêts à prendre de risques politiques pour quelque chose qui va arriver dans 20, 30, 40, 50 ou 60 ans. Mais vous comprenez que, encore une fois, on est relié à ce problème de perception-là. D'un certain sens, on n'agira pas tant aussi longtemps qu'on n'aura pas eu contact avec de véritables problèmes qu'on va directement associer chez nous. Mais on le perçoit. C'est juste qu'il faut voyager. Qu'on en aura la certitude. Voilà, il faut voyager. Mais il faut voyager pas très loin. Pas près de chez il faut voyager pas très loin. Il suffit de prendre sa voiture et de monter dans le nord.
la glace fond. Oui. Okay, les pays s'assèchent. Si vous prenez un paquet de pays, notamment dans la région sahélo-sahélienne, eux, ils peuvent vous dire que les effets, ils les ont directement. Aux États-Unis, il y a plus de tornades. Ici même, il y a plus d'inondations. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on ferme délibérément les yeux sur le risque, le plus grand risque de sécurité de notre époque. Là. Alors, tout le monde ne le fait pas. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, nos dirigeants, une partie des responsables politiques sont pris entre un faux problème qui est celui du développement économique versus la protection de l'environnement. Et opposent les deux, comme si protéger l'environnement peut avoir un impact sur la croissance économique. Voilà. Mais c'est un faux dilemme. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on peut très bien faire de la croissance économique tout en faisant du développement et protéger l'environnement. Et que non seulement les deux ne sont pas incompatibles, mais que dans 50 ans, c'est ceux qui auront pris les devants sur la protection de l'environnement qui économiquement auront pris de l'avance. Sur un autre sujet, on n'est jamais bien loin de la sécurité en quelque part, mais sur celui de la place du Canada à l'international. Plusieurs estiment que ces dernières années, depuis l'élection de Stephen Harper tout particulièrement, le Canada a transformé son approche en matière de politique étrangère, que l'image du pays est en train de changer à l'international. Et c'est aussi ce que vous dites dans un article de la presse qui est paru en 2010, que vous avez co-signé avec deux autres de vos collègues, dans lequel vous disiez qu'il convient de se demander si cette approche conservatrice ne cristallise pas une division croissante au sein de la société canadienne quant au fondement même de la politique étrangère. L'image d'un Canada médiateur, altruiste et champion des causes des moins favorisés semble en effet céder la place à celle d'un pays affirmant sans embâche son égoïsme économique, sa proximité avec les États-Unis et ses intérêts sécuritaires. C'est pas un portrait très joli de la politique étrangère que vous êtes en train de faire de la politique étrangère canadienne. Je vous pose la question. Et j'aimerais avoir votre perception là-dessus, votre interprétation. Est-ce qu'effectivement, les conservateurs sont en train de procéder à un véritable réalignement de sa politique étrangère, et peut-être pas pour le mieux? Alors effectivement, je pense que oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments de continuité dans la politique étrangère du Canada à l'ère des conservateurs, et il y a certains éléments de rupture. Donc on va commencer évidemment par les éléments de rupture. Vous citiez l'environnement, c'est le plus clair. Oui. On se retire du protocole de Kyoto, on se retire de la convention sur la désertification. Deux instruments internationaux majeurs, on est les seuls à les avoir quittés. Donc là évidemment il y a rupture. D'autres éléments sur lesquels il y a rupture, c'est la fameuse diplomatie robuste promu par le Canada, qui effectivement a un petit peu relégué le maintien de la paix aux oubliettes pour promouvoir une approche beaucoup plus décomplexée du recours à la force. Donc ça, c'est un deuxième élément de rupture. Un troisième élément de rupture sur le plan diplomatique, c'est cette espèce de retrait de l'arène multilatérale du Canada. On l'a vu encore récemment, le Premier ministre ne va pas à l'Assemblée générale des Nations Unies, il n'y est allé que 2 fois, la première fois ou une fois il n'y est pas allé, il était en train d'inaugurer un Tim Hortons. Donc plus généralement, si vous voulez, il y a une défiance, une méfiance du gouvernement conservateur à l'endroit des institutions internationales multilatérales. On a l'impression que le Premier ministre n'est pas très à l'aise avec la diplomatie multilatérale, qui préfère choisir ses alliés, donc ses alliés historiques, et qu'il est plus confortable dans cette démarche-là. Après, il faut bien l'admettre, sur certains éléments, et effectivement en 2010, le panorama semblait moins clair, mais il y a aussi des éléments de continuité. Donc il ne faut pas oublier par exemple que la guerre en Afghanistan, elle n'a pas été décidée par le gouvernement Harper. Voilà. Le rapprochement avec les États-Unis était déjà et faisait partie du discours de Paul Martin quand il était Premier ministre. Le réinvestissement dans la défense faisait partie du discours du Premier ministre Paul Martin aussi. Donc il y a des éléments de rupture, il y a des éléments de continuité. Ce qui me semble un des, ou 2, 3 facteurs explicatifs de ça, il y a évidemment l'idéologie conservatrice
OK. Qu'est-ce que vous entendez justement comme idéologie qui sont plus proches du néoconservatisme à la canadienne, Okay, pas américaine, mais à la canadienne. Donc avec des idées, on le voit sur la question des armes à feu, on le voit sur la question religieuse, on le voit sur la question de l'avortement, même si on refuse de rouvrir ce bon vieux débat-là. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, il y a une idéologie conservatrice qui est en train de teinter un peu la politique étrangère. Le deuxième élément, c'est la volonté du gouvernement conservateur de rompre avec les symboles associés aux libéraux. La volonté du gouvernement conservateur de s'affirmer comme un gouvernement de parti naturel. Et pour que les conservateurs s'affirment comme un gouvernement de parti naturel, il faut qu'ils rompent avec des symboles associés aux libéraux. Or, en politique étrangère, le maintien de la paix, le champion de la médiation, le médiateur, tout ça était associé. Lester B. Pearson était associé aux libéraux. Et le troisième élément, j'y reviens, le troisième facteur qui peut expliquer ça, c'est la volonté du gouvernement conservateur de faire plaisir, un, au groupe d'intérêt qu'il appuie, et deux, à sa base électoraliste. Les groupes d'intérêt, le lobby, pétrolier notamment, expliquent beaucoup des positions du gouvernement canadien dans le retrait de Kyoto, etc. Le lobby des armes à feu, dont on dit en ce moment qu'il a exercé des pressions pour que le Canada ne soit pas signataire de la Convention sur la limitation des armes conventionnelles. Le lobby religieux. Le lobby religieux a poussé le Canada, et une excellente étude d'un de nos collègues de l'UQAM, François Audet, sur le financement des organisations religieuses, a montré que les organisations religieuses ont bénéficié d'une augmentation des financements du Canada de 75%. Là où les organisations laïques, c'est un beau débat en ce moment, là où les organisations laïques ont bénéficié d'une augmentation de 4%. Donc vous voyez ici, le pétrole, les armes à feu, la religion ont eu des effets sur la manière dont le gouvernement conservateur a orienté aussi en partie sa politique étrangère. Et toujours sur le plan de la politique internationale, on a souvent dit que dans le fond, le Canada est un joueur mineur en matière de place sur l'international, que ses positions avaient pour ainsi dire peu d'effet sur ce qui se passe à l'extérieur de ses frontières. Est-ce que c'est pas en ce moment là une façon que le gouvernement Harper de s'imposer davantage, de façon plus concrète à l'international, ou à contrario, est-ce que ça accentue pas plutôt encore une fois l'effet d'isolement du Canada sur certaines positions, notamment en environnement? Vous posez deux questions ici, à mon avis, séparées, qui sont effectivement fondamentales. La première, c'est celle de la place du Canada dans le monde en général. Oui, qu'on a tendance à amplifier peut-être. Qu'on a tendance à amplifier. Alors certains disent que le Canada est mineur, d'autres qui disent qu'il est plutôt une puissance moyenne, d'autres disent que si on le regarde sur le plan économique, il est une puissance majeure. Sa bonne tenue pendant la récession économique, la crise financière, etc. montre que les ressources dont dispose le Canada, la population éduquée sur laquelle le Canada peut s'appuyer, font de lui un pays finalement, d'un point de vue économique, important, un joueur. Le G8, évidemment, est la preuve que le Canada est quand même parmi les puissances je dirais, aisées sur la planète. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, d'autres ont insisté sur le fait que le Canada avait son mot à dire. Les casques bleus créés par Pearson, en tout cas promus par Pearson. Oui, bien sûr. Toute la question du traité sur les mines antipersonnelles au milieu des années 90, le Canada a été un acteur important de ça. Bien sûr. Le Canada a été un acteur important pour la mise sur pied de la Cour pénale internationale. Le Canada a été un allié important dans le conflit en Afghanistan. Et ça, il faut quand même bien le donner au gouvernement conservateur. Maintenant, un des symboles peut-être de l'isolement que vous évoquiez du Canada sur la scène internationale, c'est évidemment sa défaite à l'élection d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2010. Mais certains vous diront que c'est peut-être pas une défaite autant que le Canada s'est progressivement retiré son intention d'y être. C'était vrai au début. La dernière année, le Canada a fait campagne très fortement, conscient que son absence et surtout sa défaite pourrait nuire à l'image du Canada à la fois au Canada et sur la scène internationale. Donc je pense que le gouvernement, sur la dernière année, a essayé, mais il était trop tard.
les prix fossiles que le Canada récolte régulièrement sur les sommets, sur les changements climatiques, cette défaite. Lui donne une image de mauvais élève. Oui, effectivement. Elle donne une image, pas forcément, oui, elle donne une image. Excuse-moi, ce qu'on utilise souvent comme terme, mauvais élève international. Du fait que le Canada fait un peu cavalier seul en fonction de ses intérêts. Et ça, c'est assez nouveau. Parce qu'avant, le Canada était quand même perçu comme un pays qui, certes, ne sacrifiait pas ses intérêts, mais en même temps était capable de faire la promotion d'un certain nombre de valeurs plus humanistes, plus universelles. Là, effectivement, le gouvernement actuel est critiqué notamment sur cette image qui renvoie de finalement s'intéresser peu aux choses du monde, ce qui est en partie faux aussi, parce qu'il faut quand même bien donner au gouvernement conservateur du crédit, par exemple, sur la question de la santé maternelle. Et donc le Canada est en ce moment un chef de file sur la question de la santé maternelle. Vous parlez justement du Canada qui a une place de chef de file. On a été longtemps, et vous l'avez évoqué souvent, puisque quelque part ça émane presque de chez nous, les casques bleus. On a parlé de Lester B. Pearson. Mais depuis un certain temps, le Canada semble avoir mis de côté les missions de paix. Est-ce que je me trompe? Alors oui, le Canada, c'est retirer progressivement. C'est retirer des opérations de paix de plus en plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est... Mais je dirais deux choses. La première, c'est que ça a commencé avant les conservateurs. D'accord. Le Canada s'est retiré progressivement des missions de paix à partir du milieu des années 1990, suite à un certain nombre de traumatismes des pays occidentaux. Vous vous souvenez de la Bosnie, vous vous souvenez du Rwanda. Donc à partir du milieu des années 90, les pays occidentaux ont dit le maintien de la paix de l'ONU, on veut bien en faire, mais à nos conditions. Et donc vous avez eu un retrait général qui s'est confirmé de la part du Canada aussi. Reste que le Canada a quand même continué de donner de l'argent, et beaucoup d'argent, aux Nations Unies à la question des missions de paix. Donc le Canada, si vous voulez, oui, a déployé moins de troupes, mais en même temps est resté présent sur le plan financier, sur le plan de la formation aussi, beaucoup en déployant des formateurs, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est une tendance générale, mais très objectivement, le Canada n'est pas le seul. Les États-Unis font peu de missions de paix, placent peu de soldats américains avec des casques bleus aujourd'hui, très peu. Donc le Canada n'est pas le seul. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le maintien de la paix a évolué lui-même. D'accord. C'est fini le casque bleu qui avait des jumelles à la frontière chypriote et qui regardait comme ça si les accords de paix étaient bien observés. Non, aujourd'hui le maintien de la paix, vous le voyez en République démocratique du Congo, c'est l'imposition de la paix par la force. Mais en fait, effectivement, et ça c'est un point important, cette idée-là selon laquelle nous étions des agents de paix à l'international et qu'on ne faisait jamais la guerre. D'une certaine façon, c'est complètement faux. On a été souvent en guerre finalement. Le Canada est un des pays qui a participé au plus de guerres. Oui, tout à fait, c'est ça. 2 guerres mondiales, la guerre de Corée, la guerre de Koweït, l'Afghanistan, le Kosovo, plus récemment la Libye. Oui, bien sûr, on a eu une présence là, tout à fait. C'est énorme. Exactement. Donc le mythe du Canada comme paisible royaume, c'est peut-être un paisible royaume à la maison, mais c'est pas un paisible à l'extérieur. Absolument. Voilà. Dernière question en terminant, sans être alarmiste. Considérez-vous dans le fond que le gouvernement actuel fait fausse route? Que les positions du pays en matière environnementale, par exemple, ou d'aide étrangère, où on a été beaucoup critiqués d'ailleurs, croyez-vous que ces positions-là viennent ternir l'image du Canada à l'international de façon, j'allais dire, marquée, là? Je pense effectivement que l'image du Canada sur la scène internationale s'est quelque peu dégradée. Pour voyager régulièrement en Afrique, je peux vous dire que la perception a un petit peu changé. Je pense que la perception de la part des pays insulaires menacés par l'environnement ont été insultés par cette espèce de position rigide du Canada sur cette question-là. Je pense qu'une partie des pays ont trouvé que le Canada faisait assez peu de nuances dans sa position dans le conflit entre Israël et la Palestine. Je pense que beaucoup de pays reprochent au Canada un discours un petit peu manichéen sur le bien et le mal, de ne pas contribuer suffisamment
et je dis bien suffisamment, parce que ça c'est toujours une question de degré, Yes. au multilatéralisme onusien. Donc, est-ce que le Canada fait fausse route? Je vous dirais que en politique étrangère, et moi je suis un humaniste, donc effectivement, en tant qu'humaniste, je me retrouve souvent dans une certaine mesure en contradiction ou en désaccord avec le gouvernement conservateur dans sa politique étrangère. Maintenant, je respecte cette politique étrangère-là parce que une des chances du Canada, c'est d'avoir une vraie démocratie ancienne, solide. Et ce pourquoi je plaiderais davantage, en fait, et je pense que c'est un problème majeur de la politique étrangère, c'est que les gens ne votent pas sur les dossiers de politique étrangère. D'accord. De s'intéresser davantage Je pense que si nous intéressions davantage la population aux enjeux de sécurité, aux enjeux de politique étrangère, mais surtout de politique étrangère, alors les gouvernements seraient beaucoup plus imputables des décisions qu'ils prennent en politique étrangère. Mais pour ça, ça prendrait vraiment un changement au niveau de la société, des mentalités pour dire oui, alors effectivement, on demande au gouvernement de faire ci, cela et cela en politique étrangère et on ne signe pas des chèques en blanc pendant les élections au gouvernement sur lesquels ils mettront le chiffre qu'ils veulent. Une fois élu. Bien, écoutez, David Morin, j'espère que les gens qui nous écoutent auront d'une certaine façon entendu votre appel. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, merci beaucoup. Plaisir partagé, au revoir. Au revoir.